Merci, Madame la Présidente. J'espère que les députés en cette Chambre que utiliser des paroles creuses, ça n'aide pas les Canadiens. Je ne sais pas comment le faire valoir parce que, enfin, ça semble pas vouloir dire grand-chose pour certains qui se présentent ici pour travailler. On parle souvent avec passion du réseau de la santé, notamment le président de l'Association médicale canadienne, et il dit que le système est au bord du gouffre. Et on peut avoir de belles grandes idées, de grandes priorités, mais ça n'aidera pas à faire fonctionner le système. C'est ce dont on a besoin pourtant. Nous avons besoin de gens qui passeront à l'action. De nombreux groupes ont de bonnes idées, ont décrit des voies à suivre, ont établi des feuilles de route, on parle beaucoup d'argent qui a été dépensé, qui sera dépensé, qu'on prévoit dépenser, et finalement, rien n'a changé dans le système. Après 8 ans de ce gouvernement libéral, eh bien, les gens attendent, et malheureusement, Madame la Présidente, des gens attendent jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà ce qui se passe dans le système, ça fend le cœur. Et je jette le blâme sur le gouvernement. Après 8 ans, c'est ce qu'il laisse faire. Des gens meurent dans les salles d'urgence. Et c'est à ce point-là que nous devons commencer à penser comment opérationnaliser tout ça et déterminer le rôle qu'a joué le fédéral pour réparer le système. J'ai eu la chance d'œuvrer à titre de médecin de famille pendant 26 ans. J'ai servi dans les forces armées et nous savions à cette époque qu'il y avait une pénurie de médecins. Dans le cadre de mon travail, j'allais dans d'autres bases militaires partout au pays pour que d'autres médecins puissent prendre des vacances. Il y avait donc une rotation. J'ai ensuite fait la transition de ma vie militaire à une clinique en Nouvelle-Écosse. Les changements sont évidents. Une population vieillissante partout au pays, et surtout au Québec et dans les Maritimes. Nous savions aussi qu'il y avait de moins en moins de ressources financières, mais aussi de ressources humaines. Depuis que je suis entrée au Parlement, j'ai pris part à l'étude portant sur les ressources en santé au Comité de la santé. C'est une bonne étude, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une façon concrète de mettre à exécution nos idées. Ce qui m'attriste le plus, c'est d'entendre ceux qui continuent à œuvrer au sein du système, mais qui sont épuisés, fatigués, frustrés, en colère. Ils sont blessés. Comment peut-on changer cette réalité? Nous devons nous pencher sur le système dans son ensemble et nous devons mettre de l'avant des idées pour effectuer des changements et ce rapidement. Et si nous échouons à le faire, la crise va s'aggraver. Et ce, peu importe l'argent que nous injectons dans le système. Nous devons aider les gens qui travaillent au sein de ce système. Mon collègue du côté des libéraux a parlé du fait que les données sauvent des vies, mais je dois dire que cela m'atteint droit au cœur. Ce ne sont pas les données qui sauvent des vies, mais ce sont les gens qui sauvent les vies, les médecins, les infirmiers, les infirmières, ceux qui travaillent aux premières lignes, dans les urgences et dans les cliniques partout au pays. Ce sont eux qui sauvent les vies en réalité. Les données aident-elles à sauver des vies? Certainement. Nous parlons d'une stratégie en matière de données depuis si longtemps que je ne sais même plus depuis quand, depuis l'ère de Pierre, et nous n'avons toujours pas une telle stratégie. Donc, nous pouvons en parler, mais tant que quelqu'un n'aura pas le courage de travailler de concert avec les gouvernements provinciaux, nous n'allons jamais réussir à effectuer le changement. Au cours des 18 derniers mois, j'ai été très frustrée. Quand les choses
se passe-t-elle au gouvernement? Quand agit-on? Nous avons toutes sortes de priorités, toutes sortes d'idées, mais quand sont-elles mises à exécution? Je ne dis pas que le gouvernement libéral n'a pas de priorités et d'idées. Je ne dis pas qu'il n'alloue pas des fonds à certaines choses. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec les gestes posés par ce gouvernement, mais aucun travail n'est fait. Quand va-t-on voir des résultats? Beau Blois, un médecin aux urgences en Nouvelle-Écosse, quand va-t-il sentir une différence suite aux gestes posés par le gouvernement? Nous pouvons proférer des paroles vides, parler des mêmes sujets à maintes reprises, mais cet homme qui a une famille, une entreprise, qui travaille très fort dans sa collectivité, quand va-t-il pouvoir ressentir qu'il y a réellement des changements qui s'opèrent? En attendant, le système va continuer à abandonner les Canadiens et les travailleurs de la santé ici au pays. J'ai œuvré au sein de ce système et cela m'attriste énormément, car d'un point de vue très personnel, Madame la Présidente, je sais que ceux qui travaillent au sein du système tiennent profondément à leurs patients, trouvent très important le fait de faire un bon travail et ont à cœur ce système. Ils sont conscients des défis au sein du système et appellent mon bureau tous les jours pour me proposer des idées pour améliorer le système. Et ce qui est dommage, Madame la Présidente, c'est qu'après 8 ans de ce gouvernement libéral, tout ce qu'on entend, c'est des idées, des priorités, des plans et des paroles creuses qui ne donne lieu à aucune solution ou à aucun changement tangible. Je sais ce qui va se produire aujourd'hui. Quelqu'un de l'autre côté de la Chambre va me dire c'est une compétence du gouvernement provincial. Vous parlez de champ de compétences. Eh bien, devinez quoi? Rien du tout. Voilà ce qu'il y a de plus enrageant. Nous pouvons en parler jusqu'à ce qu'on perde la voix, mais tant que quelqu'un n'aura pas fait quelque chose qui mènera à de réels changements, eh bien, rien ne changera. Le docteur Blowboys, donc, doit continuer son travail. Il travaille très fort, de longues heures, dans différents environnements. Dans ma circonscription, j'ai aussi travaillé avec Dr. Wayne Pickett pendant de nombreuses années. Il travaille au sein de 4 à 5 salles d'urgence différentes dans la Nouvelle-Écosse rurale. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin criant. Il a énormément de compétences. C'est un médecin empli de compassion. Je serais ravie de l'avoir comme médecin. Cela étant dit, comment peut-on changer la vie des Wayne Pickett de ce monde? Comment peut-on améliorer leur situation pour que, dans les faits, on puisse percevoir des changements? Pensons aux Mary Smiths et aux autres gens dont nous voulons parler, les Edna de ce monde. Comment obtiennent-ils des soins? Si ces gens n'ont pas de médecin de famille, elles peuvent avoir du mal à renouveler leur prescription. Les soins virtuels devraient aussi être une réalité. Nous en avons beaucoup discuté, mais si vous allez voir un médecin, Madame la Présidente, et que vous ne consultez que par l'entremise d'un écran, comment pouvez-vous être confiant d'avoir reçu de bons conseils ou un bon diagnostic? Comment peut-on composer avec l'augmentation de l'imagerie des diagnostics qui doit être fait avec les soins virtuels? Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, disons, si quelqu'un a mal au bras, le médecin va lui dire de faire une radiographie, mais si le patient avait vu le docteur en personne, ce médecin aurait pu l'ausculter et c'est fort probable que les radios n'aient pas été nécessaires et qu'un autre diagnostic aurait pu être posé. Ça vaut la peine d'expliquer les soins virtuels disponibles en Nouvelle-Écosse. Je ne crois pas que c'est tout le monde qui comprend comment cela fonctionne. Si j'avais des archives médicales virtuelles et que vous étiez mon patient aux urgences, eh bien, je peux consulter votre profil. Et
si le dossier médical est en ligne, eh bien, je ne peux pas consulter ce dossier médical. C'est illogique. Tant que nous n'aurons pas réglé ces problèmes très pratiques, nous allons continuer à proférer des paroles creuses qui remplissent les pages du Hansard ici à la Chambre des communes. Et c'est bien malheureux. Donc, voici des exemples pratiques. En Nouvelle-Écosse, et je ne veux pas être trop critique du système en Nouvelle-Écosse, c'est un système qui ressemble à ceux dans le reste du pays. Les gens ont du mal à obtenir des prises de sang. Cela prend un long moment avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Et maintenant, notre système fait en sorte que les aînés ont du mal à y accéder car beaucoup se fait en ligne. Comment aider les gens qui ont du mal à naviguer, donc Internet, par exemple? Je sais que, par défaut, ici, on dit que c'est une compétence provinciale, mais sans le leadership du fédéral, sans la proposition d'idées novatrices, nous n'avancerons pas. En temps de crise, il est possible de faire preuve d'un bon leadership au niveau fédéral. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. J'aimerais parler de santé mentale maintenant. Nous avons beaucoup parlé de santé mentale, mais nous n'avons pas fait grand-chose pour régler les problèmes en matière de services en santé mentale ici au Canada. Nous savons qu'une forte proportion de Canadiens ont eu des problèmes de santé mentale au courant de la pandémie et nous savons que ce gouvernement libéral a fait des études qui indiquent que 25% des Canadiens n'ont pas accès aux soins en santé mentale et le gouvernement dit que c'est un pourcentage raisonnable, mais à mes yeux, personne ne devrait se voir refuser des soins de santé en santé mentale. Et dans le plus beau pays du monde, nous permettons cela et c'est tout à fait inacceptable. Comment expliquer cela? Eh bien, c'est un reflet de l'état dans lequel se trouve ce pays. Malheureusement, tout est brisé. Les gens se sentent vaincus et ne sentent pas qu'ils ont un avenir ou une voie. Lorsque les gens se sentent comme cela, nous devons réfléchir à notre position et des comptes que nous avons à rendre à nos collectivités, à nos commettants. Comment donner aux gens l'impression qu'ils contribuent à bâtir ce pays. Des conseillers, des psychothérapeutes nous ont dit que ce gouvernement libéral applique la TPS sur leurs services. C'est un fardeau. Ce serait facile d'éliminer cette taxe qui permettrait aux psychothérapeutes et aux thérapeutes de ne pas charger la TPS pour leurs services, ce qui permettrait à un plus grand nombre de Canadiens d'accéder aux services qu'ils méritent. Qu'en est-il maintenant du financement en matière de santé mentale? Les millions de personnes qui nous écoutent aujourd'hui savent que dans la plateforme de ce gouvernement en 2021, il était écrit qu'il financerait un transfert en santé mentale allant jusqu'à 4,5 milliards de dollars. Et nous y voilà. Aujourd'hui, nous avons vu l'énoncé économique d'automne et les libéraux n'ont pas donné suite à cette promesse. J'ai siégé au sein du comité mixte sur l'aide médicale à mourir où il était question de financement. Un des députés d'en face, lorsque je lui ai posé où étaient les 4,5 milliards de dollars pour le transfert canadien en santé mentale, eh bien, il a eu l'audace de dire que ce transfert avait été complété. Mais tout le monde dans cette chambre sait que pas un seul dollar n'a été transféré en vertu du transfert canadien en santé mentale. Et son commentaire était complètement inapproprié.
effarant. Et cela aurait été rigolo s'il ne s'avait pas été aussi tragique. Le député a dit peut-être que nous l'avons transféré sous un autre nom. Un autre nom. Vous faites un transfert d'une somme de 4,5 milliards de dollars et vous voulez nous faire croire que vous avez fait ce transfert sous un autre nom? C'est des foutaises et c'est honteux, honteux. Et de croire qu'aujourd'hui, les Canadiens souffrent. J'ai entendu mon collègue d'en face dire qu'il était conscient que les Canadiens souffraient de problèmes de santé mentale. Eh bien, si vous avez les fonds, transférez-les aux provinces. Permettez-leur d'agir. Et c'est étrange ce que je vais vous dire. Donc, je veux m'exprimer en termes très clairs. Ce gouvernement libéral va dire aux Canadiens qu'ils ne veulent pas transférer ces fonds car ils veulent que les provinces rendent des comptes au gouvernement. Ce gouvernement gaspilleur qui gaspille sans penser retient des fonds qui pourraient aider la santé mentale des Canadiens car il veut une reddition de comptes de la part des provinces. Mais ce gouvernement gaspille de l'argent surtout au quotidien et refuse du même coup d'aider et d'appuyer les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale. C'est complètement ridicule. Je suis abasourdie d'entendre de telles sottises en ce lieu. Cela fait 8 ans que ce gouvernement libéral est au pouvoir et quels résultats avons-nous obtenus? Voici quelques statistiques. Les temps d'attente pour voir un spécialiste ont augmenté. Lorsque vous allez voir votre médecin de famille et que le médecin constate que votre condition est au-delà de leurs compétences, ils peuvent vous référer à un spécialiste. Et le temps d'attente, je ne sais pas si vous le savez, c'est 6 mois. C'est le délai le plus long dans les 30 dernières années. Voici une statistique encore plus triste. 5 millions de Canadiens n'ont pas accès à des soins de santé de base. 130 000 personnes dans ma province de la Nouvelle-Écosse. Nous savons qu'il y a 1,2 à 2 millions de dollars qui attendent des procédures ici au Canada. Et maintenant, pour ce qui est de l'imagerie de diagnostic, les temps d'attente sont les plus longs qu'ils ont jamais été. Il y a aussi une pénurie de médicaments. Nous avons convoqué le ministre de la Santé au Comité de la Santé pour parler de pénurie d'acétaminophène. Quelle réponse avons-nous eue? Aucune réponse. Lorsque les gens vont en pharmacie, les tablettes sont vides et nous savons qu'il y a des graves pénuries de tous les antibiotiques pédiatriques. Et si j'étais médecin de famille, c'est ce que je prescrirais aux enfants qui ont des infections bactérielles. Catherine Smart, l'ancienne présidente de l'Association canadienne pour la santé, a bien dit que notre système était au bord du gouffre. Que savons-nous d'autre après 8 ans de ce gouvernement libéral? Nous savons, comme je l'ai dit au tout début, et c'est une histoire très triste, nous savons que les gens meurent dans les salles d'urgence dans ce pays. Quelqu'un est décédé à Amherst, dans ma circonscription. Une femme est morte en attendant à l'urgence. C'est tragique, je manque de mots pour décrire la situation. Ce sont des choses qui ne devraient jamais se produire au Canada. Après 8 ans de ce gouvernement libéral, Madame la Présidente, nous savons que ce premier ministre refuse de rencontrer les premiers ministres. Il les a finalement rencontrés et leur a dit « Voici la somme que je vais vous allouer. Je ne veux plus en entendre parler. » Madame la Présidente, nous savons qu'une crise grave touche notre système de santé. Et ce sont ceux qui travaillent au sein de ce système qui en portent le fardeau. J'ai eu le privilège de travailler aux côtés de ces gens et nous savons que si nous ne mettons pas à exécution nos idées, rien ne va changer. Et c'est ma principale préoccupation. Je m'inquiète du fait que rien ne changera, que nous allons continuer sur la même voie. Nous devons avoir du bon leadership dans ce pays en ce moment. C'est ce qui nous fait défaut. Madame la Présidente, je vais terminer avec un point de vue intéressant. Si vous voulez une solution au problème dans notre système de santé, élisez des conservateurs. Merci.